Bonsoir et bienvenue dans notre émission Studio Lacan. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir pour le divan dans le monde le mathématicien Giuseppe Longo, Le cauchemar de Prométhée, qui nous parlera donc de son livre, Le cauchemar de Prométhée, et pour l'écho de la culture, Rose-Paul Vinciguerra, qui nous parlera de la pièce de théâtre de Brigitte Jacques Wajman, Vie et destin, liberté et soumission de Vassili Grossman. C'est un très grand plaisir et un honneur que de vous accueillir ce soir, Giuseppe Longo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes effectivement mathématicien, mais aussi logicien, épistémologue, chercheur à l'École normale supérieure à Paris. Alors vos travaux, vos collaborations, notamment avec le philosophe Bernard Stiegler, et puis un certain nombre de biologistes que vous citez dans votre livre, et puis vos contributions sont très riches, de sorte que je ne vais pas pouvoir tous les citer, mais simplement deux. Le cauchemar de Prométhée, le passionnant cauchemar de Prométhée, paru au PUF en 2023, et puis plus récemment en 2025, toujours au PUF, l'Empire numérique, que vous avez donc co-signé avec Jean Lassègue. Pour présenter de l'empan de vos recherches, je vais d'ailleurs reprendre ces termes dans la préface, puisqu'il dit que vous relevez le défi consistant à développer des outils d'analyse de la science en train de se faire. Donc j'ai trouvé à votre lecture que vous nous prenez la main pour nous faire évoluer sur une crête comme ça, la crête du rapport entre les mathématiques et les autres sciences d'une part, et puis la philosophie d'autre part, et c'est un chemin tout à fait passionnant. Alors on va découper notre conversation en deux parties. Je vais commencer, puis je passerai la parole à mon collègue pour démarrer, et puis surtout parce que la psychanalyse a particulièrement à faire de manière très brutale à ces questions en ce moment. Vous tracez une démarcation vraiment nette entre science et scientisme, et donc à partir d'un trajet historique et épistémologique d'une très grande clarté, j'ai trouvé. Et vous nous indiquez, donc vous nous expliquez comment nous sommes désormais immergés dans un monde mythique concernant le corps, un mythe fondé sur un genre de simplification à l'extrême, du vivant à de l'alphanumérique, on peut dire à du code script. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, certainement. Disons, ce départage entre science et scientisme ancré sur des techniques est difficile à faire, dans le sens où je ne pourrais pas donner une définition de science. Nous avons une histoire de la science. Oui. Et telle histoire, si on la regarde, l'histoire d'une pensée critique, d'une pensée qui s'est changée, et dans laquelle on trouve, ci et là, comme éléments fondamentaux, ces résultats négatifs, oui, qui grâce à des hypothèses fortes, à des théories qui essayaient de comprendre le monde avec un seul regard, disent non, on ne peut pas faire cela. Ça commence avec la diagonale du carré, qui est un irrationnel, analogos, c'est effrayant, quoi. On ne peut pas l'exprimer comme rapport d'entier. Et puis ça continue dans l'histoire. Moi, je techniquement travaillé sur Poincaré, Gödel, d'autres résultats. C'est Poincaré qui les appelle négatifs. Voilà, ces passages-là, avec en général ce type de pensée critique ce qui caractérise la science.
Le scientisme, en s'ancrant sur des techniques, donc donnant lieu à une technoscience, se voit comme un cumul illimité de techniques. Ce qui nous est dit couramment par les grands leaders de l'intelligence artificielle. On n'a pas de limite, on va dépasser l'humain. Ou même la biologie moléculaire génocentrée. Par plusieurs reprises, on a commis des thérapies pour toute maladie. On a promis une fois décoder l'ADN, comme on dit. En fait, elle était séquencée. Ce qui est différent, on a connu la structure physico-chimique, très important, mais on nous a dit avec ça, on aurait tout soigné. En 2015, on aurait dû faire disparaître les cancers. C'était déclaré par von Eschbach, à l'époque était le président du National Cancer Institute, de loin la structure des recherches la plus importante. L'effet, c'est de dérouter toute la recherche sur des soins en termes de thérapie génique, en délaissant les autres, et surtout, en posant nos regards seulement sur les thérapies, on a fait oublier les causes du cancer, l'étiologie du cancer. Et justement, je collabore depuis désormais 15 ans avec des biologistes qui s'attaquent aux causes du cancer, et qui sont, on connaît bien, très souvent parmi les 80 000 molécules artificielles qu'on a insérées dans l'écosystème au cours du XXe siècle. Sur ça, il y a eu des textes très importants et qui sont au cœur aujourd'hui en biologie de mes préoccupations. Donc, vous dites le négligé des corps. Oui, sûrement, dans le des cas, cette histoire du codage, du numérique qui est présent dans ces deux technosciences, très importante, avec des techniques absolument formidables, et éloigne radicalement du corps avec ces gestes continus qui nous mettent dans le monde et l'interaction que l'on fait avec le réel par des gestes de découpage, des qualifications du réel, qui sont des gestes scientifiques. Bon, donc effectivement, tout n'est pas codable, tout n'est pas alphanumérisable, et ça n'est pas seulement une conception, disons, biologique, philosophique ou même psychanalytique, c'est fondé en mathématiques. Et donc vous revenez sur ces moments forts, vous disiez Poincaré, Gödel, etc. Je me disais qu'il y avait là-dedans quelque chose de tout à fait bouleversant, de non subjectivé encore par les mathématiciens, le monde en général non plus, et que, en tout cas, dans les mathématiques, vous dites dans votre livre que ça a créé un clivage. J'aurais aimé que vous nous reveniez sur ce point, parce qu'il me semble que nous en vivons les conséquences. Vous voyez, le monde, lui, il n'est ni continu ni discret, il est ce qu'il est. Mais nous l'organisons, lui donnant un sens très différent par les mathématiques du continu et du discret. Certainement, Grothendieck, on m'a dit qu'on en parlera, a donné des façons de passer de l'un à l'autre, d'établir des passerelles très importantes. Mais du point de vue du regard sur le monde, comme on l'organise par ces outils, ça, c'est une question différente. La causalité change. C'est le grand débat entre Einstein et Bohr dans les années 30. Très beau. Ils sont d'accord que la causalité, ça se comprend par des symétries continues. Ça s'appelle les lois de conservation de la physique. Et donc, quand on passe au discret, pour faire bouger les choses, on doit donner des ordres. Ou c'est l'aléatoire, évidemment. Mais ça, c'est au cœur de cette technoscience. Vous voyez, dans l'intelligence artificielle, on utilise aujourd'hui une variété d'outils. Il y a énormément de techniques absolument formidables, souvent prises de la physique mathématique du continu, les équations différentielles. Mais toujours, en bout de compte, on se réduit à un système d'exploitation, et même des compilateurs, qui fonctionnent de façon impérative. Voilà. C'est-à-dire qui donnent des ordres. En fait, sur un écran, si une pierre tombe, il n'y a pas de mouvement. Il y a des pixels qui changent de couleur blanc-noir en cascade selon les ordres qui viennent du système d'exploitation, en bout de compte. Et en fait, sans problème, on peut faire un angle droit à la pierre qui tombe, puisqu'il s'agit de faire changer par des ordres des pixels. Cette vision impérative qui est une question épistémique de fond et que l'on trouve identique dans la vision génocentrée du vivant. Il fonctionne selon des instructions, des ordres qui donnent l'ADN à l'organisme. Pour ça, Jennifer Doudna, remarquable technicien de la biochimie, a eu bien mérité les prix Nobel en 2020. Elle nous explique que nous pouvons contrôler l'évolution. En changeant les instructions de l'ADN, nous contrôlons, pilotons, donnons des ordres aux vivants. C'est une vision terrifiante et totalement erronée. Terrifiante et erronée. Oui.
Et pourquoi erronée? Puisque les principes sur lesquels se base, qui sont même cités explicitement dans le livre de 2017, qui ont été explicités avec une grande clarté par Jacques Monod en 1970, ce sont les deux dogmes fondamentaux de la biologie moléculaire, que l'information héréditaire est entièrement contenue dans l'ADN, et que les interactions macromoléculaires sont exactes, stéréospécifiques. Quand on sait que, évidemment, contribuer à la dynamique évolutive et ontogénétique, tous les niveaux d'organisation qui vont dans le protéome avec son ARN très important, au tissu, l'organisme, l'écosystème, qui sont lieux de façonnement de l'organisme et de la dynamique évolutive, et qui sont même lieux de mémoire, de la trace de tout ce qui a été le passé, qui va avoir un rôle dans la constitution de la nouveauté. Et c'est là, disons, est très fourvoyant, tout comme les interactions macromoléculaires, qui sont largement stochastiques, se donnent en probabilité, et ces probabilités dépendent du contexte. Donc il faut changer de regard. Hein. C'est ça. Bon. Alors, plus spécifiquement peut-être sur l'IA, je t'ai dit à votre lecture que Prométhée avait donné l'IA aux humains. Ça pose quand même la question de la limite. C'est-à-dire que, voilà, vous parliez de Poincaré tout à l'heure, du résultat négatif et de la question de la limite. L'IA, je me demandais, pourrait-elle s'enrichir d'intégrer une certaine limite, d'une part, et d'autre part, est-ce que ses utilisateurs pourraient aussi s'enrichir de considérer ou de se représenter l'IA à partir ou avec une certaine limite? Disons, ces réseaux d'écriture alphanumérique électronique que nous nous sommes donnés sont absolument formidables. C'est-à-dire, c'est une richesse pour l'humanité. Le problème, que pas seulement des mythes erronés sont derrière leur constitution, mais aujourd'hui, des grands enjeux politiques façonnent et pilotent la technique en dehors de la science. Ces réseaux sont tout d'abord utilisés pour le contrôle. Je crois que l'application la plus importante, c'est le fait que, je ne sais pas, 600 millions de Chinois sont contrôlés à tout instant de leur vie. Et nous aussi, pour le moment, seulement du point de vue commercial. Les Chinois aussi pour la politique, évidemment. Et puis, l'autre très importante application, c'est la guerre. Et ces réalité d'activité politique façonne la production de la technique, qui est vue surtout comme outil de contrôle dans l'interface avec l'humain. Avec cette épistémie, au fond, cet épistème sous-jacent qui est celui du contrôle impératif. Hein. Donc, c'est ça l'ancrage que je disais tout à l'heure. Les résultats négatifs ont toujours été constructifs. Après l'irrationalité de la diagonale naît la géométrie d'Euclide. Exactement. Ce sont des symétries, translation, rotation du plan, sans nombre, avec très peu de théorèmes en théorie des nombres. Poincaré ouvre la géométrie des systèmes dynamiques, Gödel la théorie de la preuve, la théorie des ensembles. Enfin, naissent tout un tas de branches, justement. On change de direction et la science s'enrichit. Quand on dit on va tout faire avec ces techniques, en empilant d'autres techniques l'une sur l'autre, on cogne contre un mur, ou plutôt on a un asservissement à des directions de contrôle, comme c'est le cas dans le 2, technosciences dont je parle et dont je m'occupe, et qui est vraiment à réfléchir du point de vue de notre futur. Bon, et pour terminer peut-être cette première partie de la conversation, je ne résiste pas, parce qu'il y a vraiment des moments dans votre livre, des petits moments qui m'ont particulièrement touchée, des moments, je dirais, où l'épistémologue cède la place à l'homme et son intuition. Je ne sais pas si vous savez que Lacan considérait dès 62 dans son séminaire 9 que la topologie enserrait un élément intuitif irréductible, voilà, quelque chose qu'on ne peut pas résoudre. Et j'ai trouvé que, voilà, il y a eu des moments dans ce livre, par exemple, page 99, vous dites, je vous cite, « L'humain n'apprend pas à reconnaître un chat parce qu'il en a vu des milliers, mais il suffit qu'il s'en soit approché une fois, guidé par un parent, et qu'il en ait caressé un, en ressentant de la peur et de la joie, pour qu'il apprenne à jamais ce qu'est un chat, en reconnaissant tous les chats à partir de ce moment. Et il comprend aussi, c'est savoureux, par la même occasion, pourquoi sa mère l'appelle mon chaton. » Fin de citation. Alors voilà, je trouvais que
Il y a des petits moments comme ça dans votre écriture où toute la poésie humaine se glisse hors de l'alphanumérique. Je voulais savoir comment vous considériez ces moments de votre élaboration puis de votre écriture aussi. Est-ce que vous acceptez de répondre à ça? Je pense que l'émotion est au cœur de l'expérience même mathématique. L'objet mathématique devient un objet de désir si on veut une pensée mathématique originale. Hein. C'est cet insight. Hermann Weyl, un très grand mathématicien philosophe du XXe siècle, l'appelle comme ça, à se voir, qui est propre à l'invention mathématique. Et puis peut-être en général, la pensée et l'élaboration des émotions. Je ne sais pas si vous, psychanalystes, pourrez être d'accord avec ça. C'est l'élaboration d'émotions sur lesquelles, évidemment, après, on ajoute la logique, le raisonnement. Mais comme le dit très bien un cher ami et mathématicien Bernard Tessier, je comprends certes un théorème quand j'en suis la logique, le raisonnement, mais pour le comprendre vraiment, c'est quand j'arrive à l'expliquer à mon cerveau de singe. C'est-à-dire quand je vois le geste, je vois la limite, la frontière, la dimension de l'espace, la distance. 10 points carrés, évaluer la distance d'un objet, c'est imaginer le geste, le mouvement pour l'atteindre. Oui. Et il ajoute, un être immobile pourrait penser que les choses qui bougent autour, ce sont des changements d'état. Et non pas un mouvement, n'ayant pas l'expérience lui-même de son corps, du mouvement. Ce qui se passe face à l'écran, il y a des changements d'état, il n'y a pas de mouvement. Donc c'est ça, la corporité, le geste, l'émotion est derrière et sous-jacent. La pensée même, celle qui, par ses invariants, est considérée la plus rationnelle de toutes, la pensée mathématique. Oui, oui. Vous parlez en effet beaucoup du geste, du frottement et du corps. Voilà. Bon, Jean-Claude ? Oui. J'aimerais vous poser une autre question. Il y a des pages qui ont été vraiment bouleversantes. Il y a de l'incalculable, il y a de l'indécidable, il y a du non mécanisable. Et ceux qui peuvent le dire, ce sont par exemple Gödel, Turing, Church. Ils disent il y a du non. Disons la vérité. Et paradoxalement, ce sont eux qui ont mieux défini ce qui était calculable, décidable, mécanisable. Il y a un paradoxe entre le oui et le non, entre le oui mécanisable et le non. Il y a une limite à cette mécanique qui est de l'ordre de la pensée qui, elle, n'est pas mécanisable. Justement... on sait faire des calculs, en fait, d'écrire des algorithmes, depuis les Grecs sûrement, peut-être d'autres peuples. Les Arabes, al-Khwarizmi, ont des algorithmes très importants dans l'histoire de l'algèbre et des mathématiques. Mais pour dire qu'il y a de l'incalculable, oui, et répondre à une grande question d'Hilbert, grand mathématicien du début du XXe siècle, il faut bien définir qu'est-ce qui est calculable. Voilà. C'est pour ça. Et qui a le mieux défini ce qui est calculable? Ceux qui ont cherché, comme Gödel, Church. Incroyable. Oui, c'est quand même incroyable que ce sont ceux qui ont pensé le non décidable et l'incalculable qui ont été aussi ceux à partir de quoi on a pu construire les ordinateurs, les algorithmes, etc. Justement, puisque pour dire qu'il y a des fonctions non calculables, des énoncés indécidables, il faut définir avec rigueur qu'est-ce que c'est calculable, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme. Ce qui est intéressant du point de vue mathématique, c'est que ces trois grands bonhommes en 1930, 32, 35, Gödel, Church et Turing, donnent des définitions différentes de l'algorithme. Ils ont des cultures mathématiques différentes, ils donnent des notions différentes. Et entre 35 et 36, Turing et Kleene démontrent qu'ils sont équivalents. Alors, tout le monde s'est dit, nous avons centré une très grande, belle notion invariante des mathématiques, la notion de fonction calculable. Mais ces trois-là étaient obligés à le faire, justement, puisqu'ils pensaient qu'il y avait de l'indécidable, de l'incalculable. Oui. C'est ça le sens d'un résultat négatif qui ouvre la voie à la calculabilité. Mais même la preuve, la théorie de la preuve s'enrichit énormément, puisque si Hilbert avait raison, la déduction était formelle
est complètement mécanisable, bon, on s'est bloqué. Non, la théorie de la preuve naît en 1935, Gentzen, c'est la grande nouveauté, l'infini qui entre en arithmétique pour la preuve de cohérence, le geste. Hein. Moi, j'ai travaillé sur certains résultats qu'on appelle concrètes d'incomplétude, c'est-à-dire des énoncés arithmétiques qu'on peut énoncer en arithmétique, mais tel que pour le démontrer, il faut sortir de l'arithmétique. Hein. C'est ça. Voilà. Donc on est en dehors de. Oui. Il y a un domaine qui est du non calculable que vous appelez tout simplement la pensée. Pensée hors des limites. Oui, évidemment, la pensée est toujours cette exploration de nouveautés, comme l'évolution du vivant. On construit des nouveaux observables, de nouveaux phénotypes, des nouveaux paramètres pertinents. La pensée, dans une rapidité plus grande de celle qui est de l'évolution, mais continue ce parcours, qui est justement la proposition du geste avec une nouvelle signification. C'est ça. Et de nouveaux concepts. La preuve mathématique n'est pas la déduction d'un énoncé déjà donné à partir d'axiomes déjà donnés. Mais pas du tout. C'est la conjecture qui va proposer la nouvelle structure, qui donne des noms à des objets radicalement nouveaux. Et encore une fois, ce qui est épatant, que même dans une théorie bien établie, bien axiomatisée comme la théorie des nombres, on a des résultats tels que pour le démontrer, il faut sortir du il y a un extérieur. Calculabilité. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est, à partir des algorithmes, on a créé des domaines de savoir, vous en citez deux, la biologie et l'ordinateur, l'intelligence artificielle, et vous dites, il y a là une tromperie, il y a là des promesses non tenues et non tenables. Ah ben tout le temps, disons, si on pense qu'en 71, Nixon met un montant fou d'argent sur la War on Cancer, et on lui avait promis pour 76 des thérapies génétiques. Ben non, il n'y en a eu aucune, il dit c'est plus compliqué que ça. Mais encore une fois, évidemment, ça s'itère quand Van Eijsbach dit qu'en 2015, on aurait pu faire disparaître de la face de la Terre le cancer, et il promettait tout le monde qu'en 2 ou 3 ans, on aurait pu faire des diagnostics et des pronostics en regardant l'ADN des tissus cancéreux. Et encore aujourd'hui, seulement l'histologue au microscope optique, 25 ans après, peut faire un diagnostic bénin, malin, métastatique, primaire. Puis, évidemment, après 25 ans d'une quantité immense d'argent, il y a quelques cas où l'analyse de l'ADN peut aider, car l'histologue n'est pas en mesure de voir si effectivement ces cancers métastatiques, qui ont une sorte de caricature du système primaire, n'est pas reconnaissable. Donc on a l'aide très importante d'une analyse qui s'ajoute très rarement au regard du clinicien, de l'histologue, du pathologiste. Donc il y a un dialogue à tenir avec ces domaines comme la biologie moléculaire, qui est très important. L'ADN est d'une importance extraordinaire. C'est la trace physico-chimique de toute l'histoire, donc, qui est là. Mais il est utilisé par la cellule, le tissu, l'organisme, l'écosystème, selon le contexte. Qui est une unité organique qu'on ne peut pas réduire à un empilement de pièces informatiques. Et non, et surtout pas, ne suit pas les ordres. On sait bien les dégâts que ça fait. Alors maintenant, c'est ma question. Vous dites dans votre livre que plus on va du côté de l'intelligence artificielle, plus en fait ça détruit l'inventivité de l'intelligence humaine. Il y a comme une trahison des intellectuels, des politiques, qui se laissent engouffrer dans ces promesses prométhéennes. Et maintenant, ma question, c'est, est-ce qu'il existe une communauté de mathématiciens, comme vous, comme d'autres mathématiciens, une communauté de juristes, comme Alain Soupiot, comme Antoinette Rouvroy, une communauté de biologistes qui disent, par exemple, au pouvoir européen, qui investit énormément d'argent, de dire « ça suffit ». Il y a des recherches beaucoup plus précieuses que cet argent qui est investi dans ces domaines-là. Et j'aimerais vous interroger donc sur l'acte politique de cette communauté-là, communauté de mathématiciens, de juristes, de biologistes. Et j'ai pensé à un acte politique
par exemple, d'Alexandre Grothendieck, qui, dans les années 69-70, a posé un acte, lui, un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, en disant « ça suffit ». Et donc j'aimerais vous interroger sur quel est l'acte politique de certaines communautés, mathématiciennes, juristes, biologistes, qui peuvent dire au pouvoir politique « non, il y a une limite à respecter ». D'abord, en démarrant par Grothendieck, il faut reconnaître son extraordinaire lucidité. Et Grothendieck lit pendant un an de biologie seulement, puisqu'il est intéressé au système, à l'écosystème. Et il dit Darwin a fait un travail aussi important que celui de Newton-Einstein. Ah oui. Et puis il ajoute le livre de Monod, Les hasards et incité, c'est du scientisme. Ah, c'est du scientisme. Pourquoi dit-il Prix ça? Nobel. Eh ben, mais ce sont des gens très bien. Il était extraordinaire, Monod, comme observateur, expérimentateur. Oui. C'est la théorie qui est scientiste. C'est-à-dire quoi? Il maîtrise, il a compris des choses absolument remarquables sur l'ADN, même sur le protéome et ses dynamiques. Et il pense avoir tout compris avec ça. C'est ça les côtés scientifiques. On possède un fragment du réel, même très bien. On dit, on va tout comprendre avec ça. C'est le dogme central de la biologie moléculaire, une hypothèse de complétude de l'écriture alphanumérique ou alphabétique de l'ADN. Donc c'est là qu'il comprend le scientisme. Et il aurait pu continuer la bataille. Je pense avec son standard scientifique, sa lucidité, il aurait dû continuer. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'engagent. Nous sommes une communauté, un réseau qui existe. Au niveau européen, je participe à un réseau qui s'appelle European Network of Scientists for Social Environmental Responsibility. Vous pouvez me répéter ce nom? Donc, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility, qui est engagé, des biologistes qui travaillent aussi sur le terrain, je dirais surtout sur le terrain dans le monde, pour des agricultures faites avec intelligence, en soignant la biodiversité, pas seulement avec des vieilles méthodes, mais avec la connaissance qu'on a aujourd'hui, de la biodiversité intégrée. Organisée du point de vue scientifique. Voilà, intégrée. Donc ça existe. Les difficultés sont énormes. Nombreux de ses collègues du réseau européen, par exemple, étaient dans une liste noire des 500 chercheurs en biologie faite par l'agrochimie et qui a été découverte par The Guardian et Le Monde, qui en septembre 24 ont publié cette liste. Ça veut dire quoi? Que ces chercheurs n'auront jamais de financement. Quand on dit que ce qui compte, c'est le partenariat public-privé, voilà, tout cela est coupé. Mais en fait, certains grands enjeux, comme l'analyse du sol, de l'humus qui crasse, et surtout à cause de la sémence enrobée des pesticides a priori. C'est ça. Est en train de tuer. En déclin total. Et ces analyses-là ont été faites par des volontaires. En Angleterre, il y a eu même une sorte de science citoyenne. On a impliqué pendant 20 ans des gens à aller toujours au même endroit, faire des mesures qu'ils passaient au labo avec 2 sous, puisqu'ils ne sont pas financés, ces choses-là, sinon par des financements récurrents des laboratoires, ou même les mesures des insectes. Sur ça, l'Allemagne était pionnière, encore une fois, quelques zéros avec 2 sous, son financement récurrent qui est allé toujours au même endroit, mesurer la situation des insectes avec une baisse de la biomasse en Europe de 70% des insectes. C'est une chose gravissime. Gravissime. Donc, la technoscience ou le scientisme produit ça. On tue. On tue les insectes, puisqu'on dit, nous, on tue la terre. On va aller avec la molécule, le projet magique qui va tuer exactement ça. Et ça, c'est pas vrai. Et c'est pas vrai. Certainement, beaucoup plus. Les micro-organismes infectieux vont être très probablement tués par cette molécule, mais puisque les interactions sont stochastiques, c'est dans la probabilité, dépend du contexte, ça va affecter énormément des récepteurs cellulaires, donc aussi d'autres bestioles de tout genre, avec différentes probabilités, mais dans le temps, en effet, gravissime. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas chez les scientifiques une collaboration à la tuerie de masse de tout ce qui est la biodiversité? Eh bien, absolument. Et là, il y a une forte même coordination, mais on est une minorité, c'est facile. Il suffit de ne pas financer les bourses. Il y a une minorité qui contre cela, qui dit, bon, ça suffit, on est en train de détruire. Donc là, si on prend la biologie, c'est la planète. L'intelligence artificielle, on va tuer l'intelligence humaine, l'inventivité, l'intelligence humaine.
Ben, tout à fait. Et il y a même, en 2008, un article trop célèbre nous a expliqué qu'il n'y avait plus besoin de la méthode scientifique, puisqu'avec les big data et les régularités découvertes par l'intelligence artificielle sur les données, on aurait pu remplacer la déduction, la prévision, tout ça. Avec un collègue mathématicien, Christian Calude, on a répondu à cela avec des résultats mathématiques qui nous assurent plus vous avez un très grand nombre de nombres, plus vous avez des corrélations insensées. Hein. Donc, même du point de vue mathématique, on peut répondre. Mais ces courants-là sont très forts, ils sont très financés de toutes parts. Donc, qui finance ces courants? Et pourquoi il y a ce financement de ces courants-là? Qui va vers la destruction, si je vous comprends bien. Oui, mais ça rend beaucoup avec le battage publicitaire et avec des applications remarquables. Et il y en a, c'est-à-dire l'effet d'avoir ces réseaux numériques qui mettent à disposition de l'humanité, la mémoire de l'humanité, mais c'est une chose formidable. Évidemment, avec ça... On s'en sert tous. Et on s'en sert tous, c'est une énorme richesse, mais quand ils sont pilotés vers le contrôle, vers le mythe de remplacer la construction de savoir humain par les grandes bases de données, je vous répète, ça c'est une chose qui est revenue tout le temps. Et même aujourd'hui, il y en a des gens qui disent qu'on peut remplacer les enseignants grâce à ChatGPT, incroyable, hein? Large Language Models. Et encore une fois, c'est une destruction de ce qui est la création de nouveautés dans la pensée, comme dans le cas de l'utilisation des OGM. On détruit la diversité, on détruit la production de nouveautés propres aux organismes. Vous voyez, quand on fait... En agriculture, on fait des OGM qui ne se reproduisent pas. Et donc, chaque année, il faut racheter la sémence, ce qui fait massivement le coton en Inde, par exemple. Et on met une sémence qui peut-être a été gelée 10 ans, 20 ans. Mais ça perd tout le sens de l'agriculture qui est toujours une co-constitution entre la plante et l'écosystème. Et chaque année, en est renouvelant. Et puis, c'est l'histoire humaine, disons. L'histoire du néolithique a démarré avec, en Mésopotamie, des gens qui avaient appris à garder la sémence l'année suivante. Disons, la structure de l'État, on nous dit, démarre justement puisqu'il fallait des gens qui gardent la sémence, même si on a faim, puisque c'est plus important. Et casser cela, c'est quelque chose d'une gravité incroyable. Ah voilà, gravité. Oui, donc à la fois vous dites c'est formidable, et nous-mêmes nous le disons aussi, c'est formidable tout ce qu'apporte la technique, et en même temps vous dites c'est terrifiant. Eh bien oui, puisque c'est pas seulement un usage, puisque cet usage la façonne aussi. Hein, c'est-à-dire la science aussi, elle n'est pas neutre, et c'est fait dans l'histoire, mais elle construit de l'objectivité. Et la façon la plus importante qu'a la science pour construire de l'objectivité est la pensée critique, c'est-à-dire l'explicitation de principes, savoir faire un pas de côté par rapport à ces principes, donc pouvoir les critiquer, pouvoir donner, quand les principes sont clairs, même des résultats négatifs, limitatifs, qui ouvrent chaque fois des pistes nouvelles. C'est ça, la force et l'objectivité de la pensée scientifique. Si on n'a pas cette pensée critique, est une composante essentielle de la démocratie. C'est ça qui compte. C'est vraiment ce sur quoi vous attirez notre attention, avec vraiment, encore une fois, une grande clarté dans le processus, dans ces livres-là. C'est vraiment... ça aide à penser, ça aide à formuler clairement les choses. Bon, est-ce qu'il y a un point que vous souhaiteriez ajouter à notre conversation ? Je pense que oui, c'est un point d'espoir, dans le sens que si on arrive à défendre un espace pour la science, je pense que l'inventivité critique est toujours possible. Évidemment, elle a besoin aussi de la démocratie, puisque la première chose auquel s'attaque une pensée autoritaire est justement un espace de désaccord où se constitue en particulier la nouveauté scientifique. Donc pour moi, les mariages entre science et démocratie, et science en tant qu'au cœur d'une pensée critique et innovante, est essentielle. Et la mise en crise d'élan a des graves conséquences sur l'autre. Bon, un grand merci
Vraiment, le temps nous contraint à interrompre maintenant cette passionnante conversation puisque nous allons accueillir notre collègue Rose-Paul Vinciguerra qui nous propose donc un écho de la culture, disons, côté théâtre, sur la pièce Vie et destin, liberté et soumission, d'après Vassili Grossman, mise en scène par Brigitte Jacques Bachmann. À vous, cher Rose-Paul. Bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. Je pensais que vous annonciez que j'allais parler de la pièce qu'a montée Brigitte Jacques Bachmann. Oui. Vie et destin, liberté et soumission, tirée du roman de 1500 pages de Vassili Grossman. C'est ça, Vie et destin. Voilà, donc Brigitte Jacques Bachmann a présenté au Théâtre des Abbesses un montage fluide autour de passages de la fresque gigantesque et brûlante, écrite entre 1948 et 1961 par Vassili Grossman, dont le destin se confond avec celui de l'Union soviétique et de la période stalinienne. Le décor de la pièce est pauvre, austère. Il ressuscite la vie intellectuelle en URSS dans ces années. Une grande table éclairée autour de laquelle gravitent ou sont assis des personnages et sur laquelle éparpillés, un peu comme ici, des papiers et des livres qui signent la passion politique d'alors. Alors, la question... Oui, voilà. Quelle est la question centrale? La question centrale, c'est celle de la soumission. Brigitte Jacques dit, la question centrale, c'est de savoir comment et jusqu'à quel point on peut résister dans un système totalitaire. En effet, à l'envers de la persécution froide de l'antisémitisme que l'on entend au début de la pièce, enfin du montage que fait Brigitte Jacques, à travers l'admirable lettre de la mère de Vassili Grossman, mère qui a été tuée par les nazis dans un ghetto à Berdichev, en Ukraine. À l'envers de ça, Grossman nous montre scène après scène comment le Parti communiste inspira un amour si puissant à des millions de soviétiques que toute leur raison d'être était d'obtenir la confiance du parti. Chaque action, chaque pensée, chaque geste était d'obtenir la confiance du parti. Donc, au fond, ça devait être confondu avec l'esprit du parti qui lui-même était confondu avec l'opinion et le sentiment de Staline. Au fond, oser penser, comme dit Kant, c'était un crime contre l'État qui était puni de persécution et de mort. Eh bien, comment cette articulation d'un sujet qui se soumet au parti lui-même qui se soumet à un Staline, comment cela est-il évoqué dans la pièce de Brigitte Jacques? Alors la pièce aborde avec une grande justesse les accusations et notamment celles avancées contre le complot des blouses blanches, ces médecins juifs accusés d'être des espions, des tueurs. Grossman y fut douloureusement mêlé. Et il n'hésite pas, à travers le personnage de Stroum, qui est le personnage central du roman, à montrer sa responsabilité. En effet, cette pernicieuse volonté d'asservir les esprits induit d'abord chez Stroum, savant renommé, de la révolte.
puis la tentation de la compromission pour sauver sa vie. Et enfin, la capitulation avec son prix intime. Lui, le juif, a signé la lettre d'accusation contre les blouses blanches. Donc, comme dit Brecht, le faible, enfin c'est une citation de mémoire, le faible accuse le faible. C'est à mon sens un moment très fort de ce que Brigitte Jacques nous donne à entendre. Et alors, comment est-ce que Grossman pense vraiment ce système totalitaire? Alors là, Grossman a une thèse qui peut être contestée, mais dans un passage fameux que Brigitte Jacques a repris, il met en miroir nazisme et stalinisme. Non pas pour les confondre, mais pour montrer leur logique commune. Dans un camp allemand, l'officier SS Lys montre au vieux bolchevique Mostovskoï que nazisme et communisme ont la même nécessité de violence justifiée par le futur. Ils ont la même logique d'élimination. Voilà ce que dit le gestapiste. Nous sommes des formes différentes d'une même essence, l'état parti. Mostovskoï se tait. Et c'est un silence qui en dit long. En effet, dans les deux cas, c'est un maître qui parle au nom de la nécessité historique. Dans un cas, au nom de la race, et dans l'autre, au nom du triomphe de l'histoire. Et donc, j'ai repensé au propos de Lacan, Staline était un lâche. Non pas un monstre, mais un lâche. C'est-à-dire qu'il n'assumait pas ses actes. Il les justifiait au nom d'un bien ou d'un savoir dit objectif. Pas de responsabilité subjective. La décision des crimes était prise pour une justification supérieure. Grossman avance aussi une proposition originale, à savoir que c'est la certitude et non la haine qui fait le crime. Alors, on pourrait dire des choses, lorsque Lénine dit la théorie de Marx est toute puissante parce qu'elle est vraie, de quelle vérité il s'agit? C'est une vérité toute, complète, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, qui n'a pas le sens de sa propre exclusion ou de sa limite. Bon. Alors, à l'envers de cette certitude folle, Grossman sauve le singulier. Un instant d'humanité, un acte de bonté sans garantie. Par exemple, il montre, je ne l'ai pas écrit, mais comment dans la chambre à gaz, une femme prend un tout petit enfant qu'elle ne connaît pas contre elle pour qu'il affronte l'épreuve pas seul. Donc Grossman n'efface pas le sujet. Et aujourd'hui, comment... Alors, je dirais qu'on sort de ce spectacle muet devant la puissante et sobre direction d'acteur qu'a impulsée Brigitte Jacques. Et, on pourrait dire, étonnée d'être en vie. Un peu bouleversée comme d'avoir pénétré un lieu presque trop réel pour avoir existé. Cela ne se reproduira pas, pense-t-on vite. Mais si cela revenait, impossible, nous sommes en démocratie. Et pourtant, que ferais-tu alors de ce qui t'est demandé, pense-t-on? Voilà, au fond, me semble-t-il, la question que Brigitte Jacques nous amène à nous poser. Et je dois dire qu'elle le fait avec une grande intelligence. Bon. Voilà qui convoque en effet. Notre émission s'achève sur ce point. Un grand merci à tous les deux. Vous retrouvez Studio Lacan samedi prochain. Thank you.